Je m'appelle Pierre Rabhi. Je suis né en Algérie, dans les territoires du sud, dans le désert. J'ai été éduqué aussi bien dans ma tradition que dans la tradition moderne. J'ai vécu à Paris quelques années et puis depuis Paris, on a décidé avec celle qui devait devenir mon épouse de retourner à la terre. Nous nous sommes donc installés là où nous sommes, sur ce lieu qui s'appelle Montchamp. Et c'est en faisant ce retour à la terre que j'ai découvert à la fois l'écologie et l'agriculture biologique ou écologique. Je suis devenu un peu un intervenant international sur le plan de l'agroécologie. Écrivain, on me dit philosophe. En tout cas, je suis très engagé pour qu'on arrive à mettre l'être humain et la nature au cœur de nos préoccupations et non pas l'argent, en gros. Est-ce que vous pensez que les mentalités commencent enfin à changer et que l'agroécologie, on se dit, oui, ça peut nourrir la planète? Oui, les mentalités changent parce que maintenant on est obligé de se rendre à l'évidence que notre modèle de société arrive à sa fin. Et que même dans les pays dits prospères, personne aujourd'hui n'est garanti du lendemain. Quant à l'agroécologie, il est à recommander impérativement parce qu'on ne pourra pas continuer avec une agriculture qui, pour produire, doit détruire. Et la nourriture elle-même est devenue maintenant toxique, qu'on le veuille ou non. Donc c'est plus qu'une alternative, c'est une nécessité absolue. On a pu penser, ou certaines personnes ont pensé, que l'agriculture intensive pouvait nourrir la planète. Et est-ce que c'est pas justement elle qui va détruire la planète? Aujourd'hui, la planète est exposée à une pénurie alimentaire mondiale sans précédent. Parce que, en fait, il n'y a plus de paysans, dans les pays du Nord en tout cas. Les sols sont dégradés, l'eau qui est une nourriture est polluée, il y a une attaque sur les semences par cette abjection des OGM. Donc, ça veut dire que vraiment, cette loi du marché entraîne l'humanité dans un scénario qui est un scénario extrêmement dangereux. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de concepts, et qu'on peine à basculer dans des actions collectives, concrètes et communes? Oui, tout le monde y va de son analyse sur le monde qui va mal. Bon, le diagnostic est fait. Seulement, on a un déficit de réalisation, d'incarnation. Ces solutions existent, mais ces solutions sont bloquées et étouffées par le système lui-même, parce que ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif, vers l'humanité et la nature au centre. On va vers le désastre parce qu'en fait nous sommes quand même sur une planète qui est limitée. Comment aujourd'hui les gens peuvent trouver un peu la force de se lever et de se dire on n'est pas d'accord et on agit enfin ensemble? On est aujourd'hui dans une société dite prospère et pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'on peut tout acheter sauf le bonheur. Le bonheur ne s'achète pas, heureusement. Aujourd'hui, que fait la publicité? Elle a l'art de stimuler l'insatiabilité. Elle ne vous dit pas vous avez assez, vivez, vous avez ce qu'il faut. Non, on vous dit il vous manque ceci, il vous manque cela. Ce qui fait que le nécessaire, qui est indispensable, n'est pas résolu au plan planétaire. Des milliards de gens sont en déficit, même alimentaire. Et de l'autre côté, le superflu n'a aucune limite. Les insatisfaits ne vont pas laisser constamment être dans l'insatisfaction des besoins les plus élémentaires, donc ils ne laisseront pas faire. Et puis ceux qui sont repus, extrêmement satisfaits, ne sont pas non plus en sécurité. Qu'est-ce que vous appelez l'intelligence de la vie? Comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut apprendre finalement de la vie et agir différemment en se connectant à cette intelligence? Dans la petite graine, il y a un programme. Et moi, cette petite graine insignifiante, je vais la mettre dans la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va émettre les 2 premières feuilles qu'on appelle les cotylédones. Mais les cotylédones vont naître des substances que la graine aura stockées en elle-même par anticipation. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce que la vie nous dit? C'est que dans la vie, il n'y a aucun élément qui roule pour lui-même, comme on dit. Il reçoit et il donne. C'est cette interdépendance, si vous voulez, qui tisse en quelque sorte cette puissance de la vie. Pour que ça soit aussi bien organisé, c'est qu'il y a intelligence quelque part.
ça nécessite du silence. Parce que c'est le mystère. C'est un peu pour ça que je suis socratique. Je sais que je ne sais pas. Alors c'est vrai que la phrase « connais-toi toi-même » est très connue. On oublie souvent la seconde partie qui est « connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». La problématique de l'humanité aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes confus par rapport à nous-mêmes. Je pense que quand on défile, qu'on veut faire des manifestations extérieures, il faut bien vérifier, est-ce que je suis, moi, là où je suis, est-ce que je suis juste? Parce qu'il y a l'espace public et il y a l'espace intime. Et le changement commence par l'espace intime. Qu'est-ce qui permet de définir aujourd'hui ce qui est juste et est-ce qu'il n'y aura pas des valeurs sur lesquelles on pourrait, en définissant ça, se retrouver les uns et les autres, au-delà des différentes croyances? J'ai tendance à dire, il y a d'abord le subtil, il y a d'abord ce qui préexiste en tant que tel, dans lequel l'humanité va aussi comprendre et va se rattacher à ce subtil. Et parmi la plus grande puissance qui soit sur cette planète, c'est la puissance d'aimer. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup même pour grandir soi-même, de se réapproprier des valeurs de silence, d'altruisme. Mais est-ce que pour y arriver, ça ne passerait pas aussi, et surtout par l'éducation, que dès le début, on apprenne à se connaître soi-même, le silence et à s'ouvrir aux autres? Ça, c'est chez moi un leitmotiv, c'est-à-dire que je reviens constamment sur comment est-ce qu'on éduque les enfants. C'est-à-dire qu'un petit enfant, c'est une beauté absolue. Il est là dans l'innocence la plus totale, il est réceptif à tout. Et alors après, on rentre dans la société et effectivement, on commence par nous dire l'autre c'est ton concurrent, il faut surtout que tu sois meilleur que lui. Et puis ça y est, le sort en est jeté, on met en route un système dualiste. Donc on met la dualité comme fondement de l'éducation. Donc il y a un temps de connaissance de soi-même qui est de plus en plus occulté et de plus en plus on va vers la virtualisation. Ça ne peut pas donner quelque chose d'équilibré. Vous parlez souvent de sobriété heureuse. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette sobriété est aussi quasi un élan presque esthétique et poétique quelque part? Déjà, si je suis sobre, je ne prélève pas en excès. Déjà, je suis solidaire. Mais à la fois, c'est une posture de cœur et c'est une posture d'âme qui donne la légèreté. J'ai ce qu'il me faut.